ne serait plus qu'une question de jour, voire une question d'heure. L'Iran s'apprête à attaquer Israël. Une attaque massive, préviennent les renseignements américains. Pourquoi, comment et surtout avec quoi et où frapper? C'est notre rubrique Le temps des cartes. Avec comme chaque week-end Aurélien Duchesne. Bonjour Aurélien. Alors évidemment, pour comprendre déjà ce qui se passe entre ces deux protagonistes, Iran et Israël, il faut bien comprendre que l'Iran ne va très certainement pas attaquer elle-même directement, mais qu'elle va utiliser ce qu'on appelle des proxys. Le mot est vilain, mais ça veut dire en gros des satellites, des entités qui travaillent quelque part pour elle. Ils sont au nombre de 4, en tout cas si on résume 4-5. Le premier bien sûr, c'est celui qu'on connaît le mieux depuis quelque temps, celui qui se trouve dans la bande de Gaza, le Hamas, sauf que visiblement, ça n'est pas lui qui fera quoi que ce soit, puisqu'il est déjà clairement affaibli dans cette zone. Oui, le Hamas aurait perdu, alors d'après les sources israéliennes, 70 à 80% de ses équipements. Par exemple, un tiers de ses 30 000 combattants actifs auraient été tués, même s'il peut reconstituer ses capacités assez rapidement. Et évidemment, de toute façon, aujourd'hui, la bande de Gaza est écrasée sous les bombes, sous l'intervention israélienne. Le Hamas ne serait pas en capacité de refaire une attaque comme celle du 7 octobre. Alors si on va un petit peu plus loin, le Hamas est donc à peu près exclu pour l'instant. On va essayer d'aller au Liban, parce qu'au Liban, c'est vrai, il y a le Hezbollah, on le sait, il menace depuis un moment, justement face à ce qui se passe dans la bande de Gaza, eux-mêmes de provoquer quelques, répercussions militaires. Ils l'ont déjà fait d'ailleurs. Il y a donc le Hezbollah. C'est eux qui ont concrètement le plus de chances d'attaquer quand on connaît un petit peu les rapports de force dans la région ? Oui, le Hezbollah, alors qui est officiellement censé être un parti politique avec une structure armée indépendante au Liban, mais qui est en réalité totalement financé, voire téléguidé par l'Iran. Le Hezbollah serait sans doute l'armée, c'est-à-dire non étatique, le groupe non étatique le mieux armé du monde. Il aurait plusieurs dizaines de milliers de roquettes qui peut, on peut le voir sur une carte, avoir une très longue portée pour frapper des cibles jusqu'au plus profond du territoire israélien. Et surtout, ce Hezbollah, il se concentre essentiellement au sud du territoire libanais. C'est à la fois ici son bastion électoral en tant que parti politique, et c'est là que se concentre aussi l'essentiel de ces troupes, je ne vais pas dire militaires, mais combattantes, et qu'il y a de plus en plus d'affrontements aujourd'hui avec l'armée israélienne. Alors sinon, on peut aussi aller un petit peu plus loin et aller jusqu'au Yémen, parce qu'au Yémen, on le sait, il y a les fameux Houthis. Eux, ils sont beaucoup plus loin, mais on dit en ce moment qu'ils regagnent en intensité dans leur violence. Eux, quel est vraiment le risque qu'ils frappent Israël ? Alors, on a sous-estimé la capacité des Houthis à le faire. Il se trouve qu'ils ont des missiles d'une portée pour certains de 1950 km. Alors concrètement, ça suffit pour toucher Israël. Aujourd'hui, Israël peut les intercepter via ses défenses aériennes, mais ils peuvent toucher le territoire. Et l'autre vrai rôle des Houthis, notamment dans l'intérêt de son parrain, l'Iran, c'est tout simplement d'être un peu un pouvoir de nuisance qui permet tout simplement de déborder Israël et ses alliés. On le voit aujourd'hui en mer Rouge, dans les détroits qu'on voit sur cette carte, ce sont eux qui frappent, par exemple, des navires commerciaux. Ce sont des marines à ce niveau-là. Et puis ce sont des marines, par exemple, la marine française qui est présente à cet endroit, au niveau de Djibouti, qui aujourd'hui sont concentrés pour protéger les routes maritimes. Mais le Yémen, lui, est aussi surarmé par l'Iran et a une capacité de nuisance contre Israël en tant que tel. Alors, des groupes qu'on connaît un petit peu moins et qui sont par exemple présents en Irak, c'est la résistance islamique, soutenue là aussi par l'Iran, ou bien le Kataeb Hezbollah. Qu'est-ce que c'est exactement? Ces deux forces, elles représentent quoi? Alors, on précise que le Kataeb Hezbollah, ça n'est pas le Hezbollah, c'est-à-dire parti de Dieu, Hezbollah en arabe, mais ce n'est pas le même groupe, mais lui aussi a en commun d'être totalement téléguidé par l'Iran, et il est sans doute plus à même aussi d'aller plus loin dans des attaques envers Israël. Pourquoi? Parce que là où le Hezbollah libanais, lui, doit quand même prendre en compte, par exemple, l'opinion publique libanaise qui voudrait éviter à tout prix une nouvelle intervention israélienne si le Hezbollah devait aller trop loin, lui, il y a peu de chances que, par exemple, Israël en vienne à attaquer en Irak, là où se trouvent les bases, les bastions avancés de Kataeb Hezbollah. Donc Kataeb Hezbollah, techniquement, pourrait frapper d'ici, par exemple, jusqu'en Israël, avec des roquettes de type Al-Aqsa. Il faut quand même, quand on voit cette carte, il faut se rappeler une chose, c'est qu'aujourd'hui, même des lance-roquettes comme ceux-ci qu'on voit, par exemple, sur le front ukrainien, peuvent taper d'ici jusqu'à ici en Israël. On a totalement changé de dimension, en fait, dans la guerre. Justement, Israël, essayons d'avoir une espèce de vue un peu globale de ce qui est à risque, parce que évidemment, on imagine que dans un premier temps, l'Iran chercherait à frapper des cibles militaires, non civiles. Alors, on a listé, à votre demande d'ailleurs, le nombre de bases, soit militaires, soit civiles, mais aériennes. Là aussi, ça a un impact. Et on a également listé les villes les plus importantes et donc, de fait, symboliques à toucher.
Par exemple, cette base, celle de Ramat David, qui est une base aérienne, l'une des plus importantes de l'armée israélienne, se trouve évidemment donc au plus près des capacités de frappe du Hezbollah. Si par exemple le Hezbollah voulait frapper avec des roquettes de type Katyusha, celles qu'on voit sur le front ukrainien, on est ici à portée. Si on regarde aussi les villes qu'on montrait à l'instant sur la carte, toutes ces villes seraient à portée, par exemple, alors si on prend un autre type de missile qui viendrait du Liban, le Zaïzel 2, il serait capable de frapper ici à Tel Aviv, à Jérusalem, à Haïfa. Il y a également la ville d'Eilat qui pourrait être frappée par les Houthis. On voit que c'est tout le territoire israélien qui n'est pas à l'abri de frappes massives de la part des proxys, comme vous dites, de l'Iran. Sauf qu'évidemment, le territoire israélien, il dispose d'un grand atout, c'est ce fameux dôme de fer. Vous voyez comment ça fonctionne? Quand une roquette, par exemple, est tirée, depuis, par exemple, la bande de Gaza, on l'a beaucoup vu, eh bien, il y a ces missiles de défense antiaérienne qui viennent tout simplement les tuer en l'air, mais c'est un système qui n'est pas forcément infaillible non plus. Oui, alors c'est vrai que c'est l'un des systèmes les plus efficaces de la planète. On parle de 85-90% d'interception, donc de pouvoir attraper en vol les roquettes tirées depuis les ennemis d'Israël. Sauf qu'on a vu, par exemple, avec les attaques du 7 octobre, que quand le Hamas aurait tiré à peu près 5000 roquettes en seulement 20 minutes, eh bien ce dôme de fer a été saturé. Pourquoi? Parce que la force du dôme de fer, c'est de pouvoir détecter et intercepter sur très court préavis, c'est-à-dire que vous avez à peu près 90 secondes pour vous mettre à l'abri s'il y a une frappe qui est détectée, le dôme l'intercepte. En revanche, ce qui peut dépasser les capacités du dôme de fer, c'est la saturation. Et ce que peuvent craindre les Israéliens, c'est si, quand on a regardé la carte, il y a des attaques de toutes parts, avec des milliers de roquettes tirées, par exemple, depuis le sud du Liban, le dôme de fer peut être dépassé. Il n'y a que 10 batteries, aux dernières nouvelles, qui sont en activité en Israël. Merci beaucoup Aurélien Duchesne. Place à nos autres experts à présent. Et parmi ces experts, Aline Lebay-Crémer, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes journaliste spécialiste des questions internationales. Le lieutenant-colonel Vincent Arbarepied, bonjour à vous. Vous êtes historien militaire, docteur en sciences politiques. Renaud Girard, bonjour à vous. Bonjour. Grand reporter, géopoliticien et chroniqueur international. Vous êtes également l'auteur de La guerre ratée d'Israël contre le Hezbollah. Évidemment, ça tombe à pic. Aujourd'hui, on est également en direct avec le colonel Olivier Rafovitz, porte-parole de l'armée israélienne. Avant de vous entendre, colonel, rappelons quand même que sur le timing, même Joe Biden lui-même le dit, une attaque est imminente. Quelle est l'imminence d'une attaque iranienne sur Israël? Je ne veux pas donner d'informations confidentielles, mais je m'attends à ce que ce soit bientôt. Que diriez-vous à l'Iran? Ne le faites pas. Est-ce que les troupes américaines sont en danger aussi? Nous sommes attachés à la défense d'Israël. Nous soutiendrons et aiderons Israël à se défendre et l'Iran ne réussira pas. Bonjour colonel Rafovitz, merci d'être en direct avec nous ce matin sur LCI. Alors effectivement, on parle d'une attaque dans les 24 à 48 heures. Est-ce que vous faites partie, comme les Américains, de ceux qui pensent que le tout n'est pas de savoir si ça va se produire, mais quand ça va se produire? Bonjour et merci de m'inviter dans votre émission ce matin. Pour ce qui est du timing, je ne veux pas rentrer dans cet élément-là. Ce que je peux vous dire, c'est que l'armée israélienne a fait tous les préparatifs nécessaires pour faire face à plusieurs scénarios possibles, envisageables. Et nous sommes prêts à la fois au niveau défensif. Vous avez parlé des dômes de fer. On a également d'autres systèmes à plusieurs niveaux de défense antimissiles et antiaérienne comme la fronde de David ou le missile Arrow 3, les missiles antimissiles contre des missiles balistiques. Et nous sommes également prêts, non pas seulement au niveau donc défensif, mais également au niveau offensif pour aller chercher ceux qui voudraient nous attaquer de là où ils se trouvent et peu importe où ils se trouvent. Justement, selon les renseignements que le Wall Street Journal a pu se procurer, Téhéran n'aurait pas encore décidé du plan exact de l'attaque. Est-ce que vous savez vous-même d'où ça peut venir? Encore une fois, cette situation est une situation qui provient de menaces précises de l'Iran, de ses chefs, du président iranien, du guide suprême et d'autres éléments des gardiens de la révolution et de l'armée iranienne. L'Iran, d'ailleurs, n'a pas commencé à menacer Israël hier ou avant-hier. Ça fait des années que nous sommes attaqués et menacés par les proxys, que ce soit le Hezbollah au Liban. Vous parliez des Kataeb Hezbollah qui sont en fait en français les phalanges Hezbollah, qui sont des milices pro
iranienne chiite en Irak. Il y a les Houthis, que nous voyons à l'action depuis maintenant des mois contre des navires marchands de la communauté internationale. Il y a le Hamas, qui est également une proxy de l'Iran. D'ailleurs, je voudrais peut-être vous dire qu'en fait, ces menaces iraniennes aujourd'hui dévoilent une chose très claire. C'est qu'en fait, la guerre qu'Israël aujourd'hui mène contre le Hamas dans la bande de Gaza et les combats qui ont lieu contre le Hezbollah qui attaque Israël depuis le 8 octobre sont en fait, je dirais par proxy, une guerre que nous menons contre l'hégémonie iranienne qui utilise ces proxys contre Israël. Renaud Girard, est-ce qu'il est encore possible que Téhéran renonce et que finalement fasse machine arrière sur cette possible attaque? Et tout ça, ce sont des supputations. Il faudrait que la direction iranienne, le leadership iranien soit vraiment stupide. Les renseignements internationaux ont quand même l'air très très sûrs. Hein. Oui, alors effectivement, il faut se méfier puisque la dernière fois que les services de renseignement américains nous ont prédit une attaque importante, ils ne se sont pas trompés. Ils s'étaient trompés sur les armes de destruction massive en Irak, mais là, ils ne se sont pas trompés. C'était l'attaque de février 2022 par la Russie contre l'Ukraine. Donc, effectivement, on a plutôt tendance à les prendre au sérieux, surtout quand c'est le président des États-Unis lui-même qui le dit, comme vous l'avez montré dans votre vidéo. Mais il y a eu aussi... Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une ligne rouge, il y a une ligne téléphonique, en fait, directe, entre les Américains et les Iraniens. Entre le Conseil national de sécurité américain et le Conseil national de sécurité iranien. Et les Américains ont appelé les Iraniens et ils leur ont demandé « Est-ce que vous voulez vraiment frapper ?» Et la réponse, c'était non, c'était une réponse assez de modération, en fait. Et ça en même temps, on pourrait arguer qu'on les imagine mal dire oui, de but en blanc. Voilà, mais on peut aussi simplement réfléchir, ça serait vraiment peu intelligent de leur part d'attaquer maintenant, de tomber en fait dans le piège israélien, puisque là vous avez Israël mène une guerre contre le Hamas et tout d'un coup elle a élargi les fronts en attaquant une représentation diplomatique iranienne en Syrie et en tuant un des principaux généraux du corps des gardiens de la révolution iranienne. Mais là, vous avez le Moyen-Orient qui est en alerte maximum. Et si vous voulez faire une frappe de représailles ou de vengeance sur l'attaque israélienne qui a tué ses diplomates et ses militaires iraniens en Syrie, eh bien, il faut quand même essayer de bénéficier de l'effet de surprise. Et là, tout le Moyen-Orient est en alerte maximum, ouais. Donc ça serait extrêmement peu intelligent de la part de l'Iran d'attaquer maintenant. Et donc c'est pour ça que personnellement, moi je pense qu'il n'y aura pas, et je peux me tromper, je m'étais déjà trompé. Je pensais que Vladimir ce qui est humain, ce qui est le principe d'une analyse plus rationnelle en février en 2022. C'est rare que des gens reconnaissent s'être trompés d'ailleurs. Ah oui, mais moi je l'ai reconnu, je l'ai même écrit dans ma chronique du mardi. Je me suis excusé auprès de mes lecteurs. Vous êtes tout pardonné sur LCI. Voilà. Et je m'étais trompé. Je pensais qu'effectivement que Vladimir Poutine était rationnel et qu'il n'attaquerait pas Kiev. Il l'a attaqué. Je pense que d'ailleurs il a fait pris une très mauvaise décision. Mais moi, si j'avais un pari à faire, je pense que les Iraniens seront rationnels et n'attaqueront pas dans les prochains jours. Vincent Barretier, quand même, la question est aussi de savoir pourquoi on passe par des proxys. Enfin, on a bien compris pourquoi, c'est-à-dire pour ne pas être directement incriminé. Mais franchement, est-ce que ce n'est pas une certaine forme d'hypocrisie dans le sens où on sait très bien que tout est téléguidé depuis l'Iran? Donc, ce que ne fait pas l'Iran, évidemment, on ne peut pas le lui reprocher. Malgré tout, si l'ordre est donné par Téhéran, si. Alors tout d'abord, je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'en Iran, comme en Union soviétique autrefois, le pouvoir, il n'est pas dans les mains d'un seul homme, c'est un pouvoir collégial. Donc vous avez plusieurs intervenants, vous avez le président iranien, vous avez le guide de la révolution, vous avez au sein des forces armées iraniennes aussi plusieurs tendances, vous avez les gardiens de la révolution, mais vous avez aussi l'armée iranienne. Donc tous ces gens discutent, c'est un pouvoir collégial. Donc c'est la bonne nouvelle avec un pouvoir collégial, c'est que c'est plus difficile à se mettre d'accord. C'est pas comme M. Poutine, M.
Xi Jinping ou bien alors le Nord-Coréen. Donc voilà. Ensuite, oui, effectivement, tout le monde est prêt. Est-ce que c'est le moment pour attaquer? Mais je pense que quand on engage une guerre, et notamment du point de vue de l'Iran, comme l'a souligné le colonel Rafovitch, depuis des années, depuis les années 2010, le président Ahmadinejad, à cette époque-là, veut détruire Israël. Donc c'est pas une question d'intérêt, j'entends parler d'intérêt. Évidemment que la guerre, personne n'a intérêt à faire la guerre. Quand on est rationnel, personne n'a intérêt à faire la guerre. Mais c'est une question d'idéologie, une question de but, et le but de l'Iran, c'est de détruire Israël. Donc ensuite, qui passe par des proxys ou qui passe par... Enfin, évidemment que les ordres arrivent de Téhéran, mais peut-être qu'aussi, là aussi, il y a ce but qui est affiché par l'Iran, de détruire Israël, de détruire par tous les moyens. Et ce qui est, et là je finirai là-dessus, inquiétant, c'est qu'on ne sait absolument pas actuellement où en est l'Iran au plan de son armement nucléaire. Absolument. On ne le sait pas. Ouais, et donc la surprise, elle peut venir malheureusement aussi de là. Ah, c'est une piste à craindre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, malgré la menace, les Israéliens, eux, se forcent à faire bonne figure. Écoutez. Nous, on n'a pas peur. Vous voyez autour. Regardez, les gens sortent. Ils nous menacent. Dites-vous, dans un pays, on vous menace des plus grandes bombes qui existent. Et les gens sortent, donc franchement, non, je peux vous dire, dans la rue, les gens n'ont pas du tout peur. Je vis en Israël depuis 45 ans et nous avons connu des périodes plus difficiles. Nous avons connu 2 intifadas, avec des bus remplis de gens qui explosaient presque tous les jours. D'accord, les menaces, ils vont bientôt avoir une bombe atomique. Ils menacent donc. Nous ne pouvons pas arrêter de vivre, alors nous venons au marché et nous profitons de la vie. C'est tout. Nous, les Israéliens, n'avons peur de rien. Partout en Israël. Vous pouvez voir que nous n'avons pas peur. Ni de l'Iran, ni du Hamas, ni du Hezbollah. Colonel Rafovitch, effectivement, on l'entend bien, on s'efforce de ne pas avoir peur. Malgré tout, il y a, et ça fait 2 fois qu'on le mentionne, ce risque nucléaire qui pourrait, vraiment dans une hypothèse très très large, venir de l'Iran. Est-ce que ça inquiète malgré tout Israël, qui ne pourrait pas l'empêcher? Le dôme de fer ne pourrait rien contre ça. Je dois vous dire, l'État d'Israël est une puissance militaire de premier plan. Et nous prenons, je répète, tous les préparatifs nécessaires aujourd'hui, avec la collaboration du commandement central de l'armée américaine, avec la visite ici du général Michael Korila, qui a rencontré et qui est en contact direct avec le chef d'état-major de l'armée israélienne, le général Herzi Halevi, pour coordonner toutes les actions qui sont, je répète, à la fois au niveau défensif, sur plusieurs niveaux. Je crois que M. Renaud Gérard connaît parfaitement le domaine de la défense antimissile antiaérienne israélienne, qui est parmi les premières au monde, peut-être même aujourd'hui la première au monde. Et ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas toujours possibilité qu'il y ait des failles. Hein. Attention, nous sommes extrêmement prudents. Mais ce que je voudrais quand même vous dire, c'est qu'on parle de la menace iranienne et des menaces venant des proxys, donc du Hezbollah, mais attention, Israël aujourd'hui se prépare. Nous ne voulons pas la guerre, nous n'avons pas cherché, nous n'avons jamais menacé l'Iran ou dire, comme l'a fait ou comme le font depuis des années les présidents iraniens successifs qu'ils veulent détruire l'État d'Israël. Nous n'avons jamais dit que nous voulons détruire l'Iran. Par contre, à force de menacer Israël, comme hier soir par exemple, avec 50 missiles qui proviennent du Liban, tirés par le Hezbollah, qui a commencé une guerre contre Israël en voulant soutenir le Hamas au détriment des Libanais pour faire la cour et en fait en recevant les ordres de Téhéran, tout cela réuni met aujourd'hui l'État d'Israël dans une situation de légitime défense, s'il y a cas, de protection totale au niveau de son sol et de ses airs, mais également, je le dis, nous sommes également prêts à réagir de manière que nous choisirons partout, je dis bien partout, où nous devrons aller. Nous avons des moyens extrêmement sérieux. Encore une fois, nous sommes l'État d'Israël, un petit pays en taille, mais une puissance militaire régionale sérieuse. Colonel, quand vous dites ça, ça veut dire que vous n'excluez pas, si jamais quelque chose vient directement d'Iran, de frapper l'Iran en retour? Je ne vais pas rentrer dans les détails, on ne va pas faire maintenant de la prospective sur des bases qui sont absolument pour l'instant non fondées, mais je veux être très clair. Les préparatifs de défense sont au niveau de l'alerte maximale en Israël, et les préparatifs au cas où au niveau offensif sont également au niveau
maximale. L'État d'Israël, encore une fois, en collaboration, en coopération extrêmement étroite avec CENTCOM, avec les Américains, l'armée américaine, font des évaluations heure après heure de la situation au niveau stratégique, au niveau tactique, et nous sommes prêts, encore une fois, à plusieurs scénarios possibles, ce qui explique aussi le fait que la population israélienne compte sur l'armée israélienne, sur la défense d'Israël. Je rappelle que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes toujours en guerre contre le Hamas dans la bande de Gaza, une guerre qui n'est pas du tout finie. Nous continuons à frapper le Hamas comme cette nuit dans le centre de la bande de Gaza. Nous sommes toujours aussi contre le Hezbollah qui a frappé Israël cette nuit. Nous avons frappé ce matin et durant la nuit des objectifs du Hezbollah dans le sud Liban. Et Israël aujourd'hui est dans un état d'alerte maximale contre toutes les menaces qui existent aux alentours, proches et lointaines. Rappelons quand même, colonel, que tout cela est parti d'une attaque contre Damas, c'était le 1er avril, c'est-à-dire il y a quelques jours. Israël nie bien sûr toujours en être responsable. Les Américains aussi ont pris la parole pour dire qu'eux-mêmes n'avaient rien à voir avec tout ça. Nous avons fait savoir à l'Iran que les États-Unis n'étaient pas impliqués dans l'attaque qui s'est produite à Damas, comme je viens de le mentionner, et nous avons mis en garde l'Iran contre l'instrumentalisation de cette attaque en prétexte pour poursuivre l'escalade dans la région, attaquer les installations ou même le personnel américain. Je vais faire très attention à ne pas m'étendre davantage, mais nous avons été très clairs. Aline Lebecq-Reimer. De rappeler quand même que la République islamique d'Iran a donné pour mission depuis 1979 d'éradiquer Israël, qu'elle considère, je cite, comme le cancer occidental en terre musulmane. On parle aussi de régime maléfique et de grand Satan. C'est les mots-là qui sont employés. Petit Satan. Ou grand Satan, ça dépend des moments. Satan, c'est l'Amérique. J'insiste, il y a eu cette formulation. Donc en fait, vous posez la question tout à l'heure de la nébuleuse et des mouvements. En fait, c'est une volonté politique délibérée que de construire une forme, ce qu'ils appellent un axe de la résistance à ce cancer occidental. Et c'est la construction de cette nébuleuse et de mouvements qui est opérante depuis 1979. Donc finalement, pour revenir à 2024, que 50 roquettes tombent dans le nord d'Israël en provenance du Hezbollah, ce n'est pas complètement inédit. Ce qui est inédit, c'est plutôt le contexte général. Mais de toute façon, Israël est prête, si je puis me permettre, à encaisser des menaces de plus en plus virulentes de la part de l'Iran. D'ailleurs, si on fait un rétro-planning historique, on se rend compte que parfois les menaces les plus virulentes sont inversement proportionnelles à ce qui se passe en réalité sur le terrain. Ouais. Maintenant, il y a quand même, vous l'avez rappelé, le président Biden s'est quand même prononcé lui-même, a quand même énoncé très clairement l'imminence des menaces. Mais enfin, oui, Israël peut répondre, peut contenir et doit se préparer à tous les scénarios. Donc quand on voyait la dame sur le marché expliquer en Israël qu'elle n'avait pas peur, oui, et qu'elle en avait vu d'autres, la réponse est oui. Maintenant, il y a quand même un contexte historique inédit, mais il y a quelque chose qui s'est joué aussi ces dernières heures, c'est que il y avait beaucoup de questionnements autour du soutien indéfectible ou pas des États-Unis à plusieurs endroits, à l'endroit d'Israël. Je crois que le président Biden a rappelé quand même de façon très ferme et très claire que le soutien des États-Unis à Israël est indéfectible, sera là et que l'Iran n'y arrivera pas. Et je crois que ça joue énormément dans ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient. On va se rendre au Liban pour retrouver notre correspondant Arthur Saradin. Bonjour Arthur, merci d'être en direct avec nous. On l'a dit déjà hier en fin d'après-midi, il y a eu une salve de roquettes qui sont parties du Liban pour aller vers Israël. Une attaque, encore une fois, d'ampleur, on parle d'une cinquantaine. Oui, absolument. Alors, ça a eu lieu hier dans la soirée. On parle en effet d'une cinquantaine de roquettes qui ont ciblé plutôt l'est de la frontière, près du plateau du Golan, sur cette partie qu'on appelle le Doigt de Galilée, qui est un territoire israélien qui est plus en renfoncement dans les territoires libanais. Cette attaque, elle est importante, certes, mais en effet, elle n'est pas inédite. Des attaques de cette ampleur avec ce type de roquettes Katyusha, on en a vu depuis octobre, depuis les 6 mois que le Hezbollah s'est engagé dans un conflit à la frontière contre Israël. On a même vu parfois des roquettes qui allaient plus en profondeur dans les territoires israéliens ou qui étaient un peu plus éparses tout au long de la frontière. Mais ce qui est inédit, en effet, c'est le contexte dans lequel elles ont lieu. Un contexte où les chancelleries occidentales craignent une attaque de l'Iran, ne sachant pas si elle viendra de l'Iran lui-même ou bien de ses proxys comme le Hezbollah au sud du Liban. Ce qu'on sait pour l'instant du côté du Hezbollah, c'est que le chef du Hezbollah reste encore très très flou sur la stratégie de sa
milices et du groupe chiite au sud du Liban. Dans son dernier discours de vendredi, il a surtout rappelé que la réponse serait iranienne. En tout cas, c'est ce que lui avance de son côté. Ce qui est très important à comprendre dans cette guerre et pour aussi comprendre la situation de tension, c'est que la nature de la guerre au sud du Liban est très particulière et surtout très différente de celle qui est en cours à Gaza. Cette guerre, ce cercle de représailles qu'on voit maintenant depuis 6 mois entre Israël et le Hezbollah, c'est aussi une guerre des mots où chaque tir, chaque attaque est une représaille, une mise en garde ou un avertissement. Et donc, dans cette guerre où ces attaques sont des manières aussi de communiquer, eh bien, ce qui est aussi important, c'est l'interprétation de ces tirs par les différents acteurs. Et si demain, Israël, le Liban ou même l'Iran considèrent qu'une ligne rouge a été franchie sur le terrain, eh bien là, on peut en effet craindre une forme d'escalade ou en tout cas d'embrasement régional. Merci beaucoup Arthur Saradin pour vos précisions depuis le Liban. Aurélien Duchesne, j'allais dire le Hezbollah, il s'épuise en faisant cela parce qu'effectivement ces attaques ne sont pas à la hauteur du système de défense israélien. Du coup, mécaniquement, on sait que l'impact sera faible. Donc quel est le but? Là, Arthur disait, c'est évidemment pour marquer le coup et dire à chaque contrariété, regardez, on est capable militairement de faire quelque chose. Mais en vérité, encore une fois, ça ne fait pas le poids. Et parce que, alors, à court terme, si tu fais le Hezbollah, il crée un peu un second front. C'est plus une capacité de nuisance qu'autre chose. Il ne s'agit pas, évidemment, d'envahir Israël par le nord. Et il ne s'agit pas non plus d'infliger une attaque comparable à celle du 7 octobre. Là, on est plus dans de la nuisance. Par contre, là où ça pourrait aller plus loin, c'est que les deux camps tutoient les lignes rouges de l'un et de l'autre. Or, le Hezbollah, en tant que bras armé de l'Iran, là, sa mission vraiment la plus crédible, ce serait qu'il y ait eu un affront qui a quand même été fait à l'Iran. C'est qu'en ayant frappé bien au conditionnel, les installations diplomatiques iraniennes à Damas, l'Iran dit c'est notre territoire souverain. Donc les dirigeants iraniens ne peuvent pas dire à leur population l'entité sioniste a frappé le territoire de l'Iran, l'entité sioniste a frappé, c'est le nom qu'ils donnent à Israël, l'entité sioniste a tué des citoyens iraniens, ce crime ne restera pas impuni. Ils ne peuvent pas laisser ça sans rien faire. C'est ça le risque en fait, c'est qu'à force d'avoir une rhétorique extrêmement agressive, vous ne pouvez pas perdre la face en reculant. Ouais. C'est ce qu'a déjà fait Hassan Nasrallah, donc le chef du Hezbollah. Il a tenu des discours assez grandiloquents qui n'ont pas été suivis de vraiment des faits. Et beaucoup disent qu'il a un peu épuisé son capital crédibilité auprès de ses militants islamistes.